Alors, quel est le problème des salles d'injection supervisées? D'abord, à quoi servent les salles? Ce sont des salles sécurisées, créées spécialement pour les toxicomanes, où ces toxicomanes viennent avec leur drogue important, préparent leur drogue et s'administrent leur drogue. Le tout dans des conditions de relative sécurité. Alors ça, si vous voulez, il y a trois travers, et il y a trois fautes manifestes et fondamentales dans ces salles d'injection supérieure. Le premier problème, c'est que ces salles dépendent uniquement des fournisseurs, c'est-à-dire de la drogue qu'on apporte ou qu'on n'apporte pas, et qu'on fournit aux toxicomanes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces salles d'injection sont pratiquement sans avis médical. Elles sont dites supervisées, mais les patients peuvent être anonymes, il n'y a pas de suivi médical implicite. Et alors la troisième chose, qui est peut-être encore beaucoup plus grave, c'est qu'en améliorant en quelque sorte le confort des toxicomanes, c'est-à-dire en leur donnant un endroit sécurisé, un minimum d'hygiène, des lavabos, un certain nombre de choses comme ça, on favorise le développement de la drogue. Et alors on le favorise de deux façons, quantitativement et qualitativement. Alors quantitativement, je vous donne le dernier flash. C'est à l'heure actuelle qu'on achète vraiment pour pratiquement rien, semble-t-il, le chlorhydrate de cocaïne. La cocaïne est vendue à des prix défiant toute concurrence, peut s'injecter par voie intraveineuse, avec de l'héroïne. Bon, vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. Le jour où les toxicomanes seront bien accros, on augmentera les prix. Donc une augmentation quantitative. Et la deuxième chose, c'est l'augmentation qualitative. Et je voudrais vous faire toucher du doigt ce que font à l'heure actuelle les chimistes qui cherchent de nouvelles drogues. Ils sont extrêmement actifs, très très performants, et vous verrez que ce qui est très très inquiétant, c'est qu'on a des substances de plus en plus actives et bien sûr de plus en plus toxiques. Donc vous voyez, ces trois travers font que, à payer, on ne peut pas accepter ces salles d'injection. Oui. Alors voilà comment on va procéder ce soir. Voilà, vous voyez, il y a 5 parties. Dans les 4 premières parties, je voudrais vous montrer des faits, c'est-à-dire pas d'interprétation, ce qui se passe à l'heure actuelle. Et puis alors la dernière partie, ce sont les enjeux actuels et internes. Et là, je pense que ça pourrait être l'occasion de discuter de la véritable évidence. Et comme vous le dites, je vais regarder où on est. Alors, la situation actuelle. Nous parlons de toxicomanes injecteurs. Toxicomanes injecteurs, c'est-à-dire des gens qui utilisent la drogue par voie intraveineuse. Alors, ces gens sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes pour deux raisons. C'est que d'abord, la détention de la drogue est complètement répréhensible, mais que l'injection intraveineuse par un personnel non autorisé l'est aussi. Donc, ces gens sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils sont dans une double illégalité. Deux types d'aides. La première, c'est celle des salles d'injection dites sécurisées, accueil, sécurisation, poursuite, en toute quiétude et dans un certain confort des injections. Ce que nous proposons, bien sûr, c'est autre chose, accueil, sécurisation et une prise en charge médicale. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler ce soir de l'injection intraveineuse? C'est parce que c'est un moment très très précis et c'est un tournant, c'est une charnière dans l'évolution du toxicomane. Les toxicomanes, généralement, ne commencent pas par l'injection intraveineuse. Je vais vous montrer comment ils commencent. Mais le jour où ils passent à l'injection intraveineuse, ce n'est pas tout à fait irréversible, mais c'est beaucoup plus difficile de les sevrer. Autrement dit, vous voyez, c'est une phase critique. Alors, c'est une phase critique pour qui? D'abord pour le jeune toxicomane qui hésite à passer à l'injection intraveineuse. Pourquoi? Parce qu'il faut l'outillage, il faut tout un tas de matériel, un certain nombre de collègues, c'est pas très simple. Donc, si vous voulez, si on leur donne la possibilité, en toute sécurité, de s'injecter, mais ils le font plus facilement. Ceux qui sont déjà des injecteurs, ils augmentent leur confort. Donc là encore, on incite à l'utilisation de la drogue. Et puis, je voudrais que pendant toute cette soirée, vous pensiez bien qu'il y a des fournisseurs. Des fournisseurs qui s'attachent à un client. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est tout à fait extraordinaire la capacité qu'ont ces fournisseurs d'abord d'offrir de plus en plus de substances différentes à des prix, si vous voulez, c'est une activité commerciale. J'ai lu il y a 2 jours
le directeur général des douanes, ils prennent pas mal de drogue, disant les fournisseurs ont une politique commerciale agressive. C'est-à-dire que c'est un véritable business, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent. Il faut bien penser que derrière ce problème, il y a un problème d'argent qui est tout à fait important. Alors ça, c'était donc le premier flash, le directeur des douanes donc, qui dit ça. Et puis alors, l'autre aspect, c'est la multiplicité des drogues qui sont proposées. Je crois qu'il faut considérer que la drogue, c'est une pieuvre, qui a beaucoup de tentacules. Ce soir, je parlerai de deux tentacules, c'est-à-dire d'une part l'héroïne et d'autre part la cocaïne, qui est nouvelle sur le marché, mise en place par les fournisseurs, mais il y en a beaucoup d'autres que je vais vous montrer. Alors, vous voyez, avec tout ça, dans la situation actuelle, il est clair qu'il faut faire quelque chose. Alors, faire quelque chose, d'abord, pour la principale drogue, c'est l'héroïne. Alors, je voudrais vous montrer en quelques mots comment est-ce qu'on obtient l'héroïne. L'héroïne, c'est une substance qui est obtenue, c'est une substance dite d'hémisynthèse, qui est obtenue en plusieurs étapes. La première étape, c'est la culture du pavot. Un avantage, c'est que quand on le veut, on peut repérer assez facilement les champs de pavot. Alors vous voyez, ce pavot, qui est une plante, un petit peu comme le coquelicot de nos jardins, là, il y a une capsule du pavot. Sur cette capsule, on fait des stries, et à partir de ces stries, sort un latex, et on met une petite écuelle dessous pour recueillir ce latex. Un peu concentré, ce latex donne de l'opium. Dans l'opium, il y a de la morphine, mais il y a aussi d'autres substances qui sont plus ou moins actives que la morphine, mais vous voyez, il y a déjà un mélange qu'il va falloir purifier et à partir duquel il va falloir extraire de la morphine. Une fois qu'on a extrait la morphine, il faut faire de l'héroïne. C'est-à-dire que, bon, c'est pas très difficile, je pourrais presque même vous donner la méthode de fabrication. L'héroïne, c'est de la diacétylmorphine, il suffit d'acétyler la morphine. Bon, l'acétylé, ça ne veut pas dire que ça marche avec du vinaigre, mais enfin, ça marche avec des réactifs relativement simples, et on fait donc de la diacétylmorphine. Mais vous voyez, plusieurs étapes, avec des rendements différents, avec un certain nombre de substances parasites indésirables, le produit ne peut pas être pur. Donc ce sont des mélanges qui sont plus ou moins concentrés en héroïne, mais qui contiennent encore un certain nombre de substances. Alors, je voudrais vous parler donc de cette toxicomanie par voie intraveineuse. À partir du moment où on a une préparation qui est une poudre qui contient de l'héroïne, on appelle ça la drogue de la rue. On appelle ça la drogue de la rue parce que c'est ce qui s'achète dans la rue. Ça contient de l'héroïne et un certain nombre d'autres choses. Alors vous voyez, j'ai mis l'héroïne en gros. Ça contient des opiacés, c'est-à-dire des substances naturelles dérivées de l'opium, des opioïdes, des substances de synthèse dérivées de l'opium, la cocaïne, l'amphétamine et les autres. Alors la première chose, c'est que cette préparation, enfin cette poudre, elle est toujours coupée par le revendeur. Coupée, ça veut dire qu'il est dilué avec une poudre inerte. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent. Très très vite, il manque d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dilue ce qu'il vient d'acheter, il en fait une part qu'il garde pour lui, et il vend le reste. Donc coupage. Mais vous voyez, coupage sans qu'on sache comment, quelle est la proportion de l'un et de l'autre. Donc des possibilités d'erreur de dosage. Si vous ajoutez à ça que l'héroïne est une substance qui est toxique à forte dose, qui est un dépresseur respiratoire qui peut décarabiner, vous voyez qu'on peut avoir des erreurs de dosage graves, et d'autre part, télégraves. Alors, première chose que je voudrais vous dire, on a accusé, c'est surtout les gens qui veulent les salles d'injection, ont expliqué que les salles d'injection étaient utiles parce qu'il fallait qu'on étudie le coupage constant, et donc que ce qu'on ajoutait donc à l'héroïne, ça peut être un poison ajouté. Et vous voyez déjà arriver la pieuvre. C'est plus tellement la drogue qui est en question, c'est les substances qu'on met avec la drogue. Vous voyez que la question qu'on se pose, c'est ça. Quel est le véritable poison? Alors, le véritable poison, c'est bien évidemment la substance psychomélagène, c'est bien évidemment l'héroïne. Et ça, c'est un argument qui ne tient pas, parce que personne n'a intérêt à empoisonner le toxicomane. On a intérêt à vendre le plus possible, et donc ça ne tient pas. Le choix de la voie intraveineuse. Le choix de la voie intraveineuse, il est tout à fait intéressant, parce que d'autres voies sont possibles, et souvent préalables. Pratiquement, quand on interroge des
toxicomanes par injection, ils nous expliquent tous qu'ils ont commencé par la triple association alcool, tabac, cannabis. Et c'est seulement après, quand ils ont envie de sensations plus fortes, qu'ils vont passer à l'héroïne ou à la cocaïne. Pourquoi? Pour avoir un effet plus rapide et plus intense. Donc vous voyez, on passe à la voie veineuse, et une fois qu'on est passé à la voie veineuse, il est beaucoup plus difficile d'en sortir que quand c'est de la fumette ou c'est même un produit par voie. Suivant, s'il te plaît. Alors, les salles d'injection se sont justifiées tout au début par les conditions d'injection de ces substances par voie intraveineuse. Bon, d'abord, le toxicomane arrive avec sa poudre. Sa poudre, il faut qu'il la mette en solution, et puis il faut qu'il l'injecte. Alors, il faut faire une dissolution extemporanée. Donc vous voyez tout de suite, sous une porte cochère, dans des conditions précaires, vous avez de la flotte, vous avez d'autres par la poudre, et il faut faire une solution. Alors, la première technique, maintenant, heureusement, depuis qu'on leur a donné d'autres moyens, la première technique, c'était une cuillère dans laquelle on met la drogue, on met la poudre, et puis une bougie de manière à essayer de chauffer pour que ça se dissolve plus vite, et puis éviter qu'il y ait trop de microbes, Et, bon, et avec ça, on remplit la seringue et on s'injecte. Et une fois que vous avez fait ça, il faut s'injecter. Essayez de réfléchir. Moi, je suis gaucher. Bon, j'ai rempli une seringue. Je dois m'injecter, bien sûr, le bras droit, bien évidemment. Il faut mettre un garrot. Il faut piquer, enlever le garrot et pousser. Bon, ça marche comme d'habitude, mais la plupart du temps, ça ne marche pas dès le début. D'où l'idée de faire ça à deux. Donc, remplir une seringue, et puis injecter à l'un, et puis ensuite à l'autre. Alors, il y en a un qui a le sida, vous pouvez être sûr que l'autre va l'avoir. Donc, vous voyez, la première chose, c'est la contamination virale, ou encore la contamination bactérienne. Et la contamination bactérienne, c'est parce que, j'insiste bien, on injecte par voie intraveineuse des solutions qui ne sont pas stérilisées. C'est la négation de la médecine. Bon, bien sûr, en plus, l'anonymat est requis. Donc, vous voyez, il y a absence de sécurité dans les lieux publics. Et on comprend bien qu'un certain nombre de décideurs, un certain nombre d'élus aient choisi de faire des salles d'injection, c'est parce que ça fait des ordres dans la rue. Les riverains se plaignent, il y a un certain nombre de troubles de l'ordre public. Si on les enferme dans une salle, on a la paix. Donc, absence de sécurité dans les lieux publics, absence de stérilité, et encore un autre inconvénient, c'est que quand la poudre n'est pas complètement dissoute, il y a des petites particules solides dans la solution qu'on injecte par voie intraveineuse. Alors, injecter des particules solides par voie intraveineuse, oui, vous hachez de tête, c'est le premier temps de la coagulation intravasculaire, et un certain nombre de patients sont morts par une thrombose généralisée qui se forme à partir du cristal qui n'a pas été dissous. Et puis, bien sûr, on n'a pas d'identification de ce qui est injecté pour les raisons que je viens de vous dire. Donc, vous voyez, on prend des risques majeurs, et c'est contre ces risques majeurs qu'il faut intervenir. Alors, voilà. Je voulais vous montrer simplement la fréquence de la toxicomanie par injection intraveineuse en France. Alors, là, je m'explique. C'est l'Observatoire français des toxicomanies. Ce sont des chiffres de 2008. Mais ce sont des chiffres qui sont très sous-évalués, puisque la seule façon d'avoir ces chiffres, c'est de demander au toxicomane ce qu'il a fait. Alors, s'il s'est injecté soit de l'héroïne, soit de la cocaïne, le mois avant l'interrogatoire, on dit que c'est un intraveineux actif, autrement, c'est un intraveineux simple. Alors, regardez, intraveineux actif, on en a quand même 80 000 en 2008, chiffre sous-évalué, c'est-à-dire 2 pour 1000 habitants. Et dans cette voie intraveineuse active, vous avez surtout l'héroïne, 80, 74. Mais vous voyez, il y a 7000 de différence. Et ces 7000 de différence, ça correspond à l'arrivée de la cocaïne, ça correspond à l'arrivée maintenant des différentes amphétamines. Alors donc, vous voyez que c'est quelque chose qui augmente et qui augmente en fonction de la diversité de l'offre des fournisseurs de toxicomane. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors voilà la cocaïne, voilà la plante qui s'appelle la coca. Alors c'est une petite plante qui n'est pas très grande, qui est cultivée, comme vous le savez, surtout dans l'Amérique du Sud, dans l'Afrique, dans la sœur, qui passe la diapo suivante.
on utilise les feuilles. Et pendant très longtemps, encore maintenant, les Indiens mangent les feuilles. Il y a suffisamment de cocaïne à l'intérieur, ça leur permet, c'est un boulot qui est très très difficile, ils sont toujours chauffés, donc ils ont de grosses douleurs. C'est un travail qui est harassant et ça leur permet de supporter leur fatigue et de diapo suivante. Alors ça, cette diapo, je voudrais vous la commenter assez longtemps. C'est, si vous voulez, la statistique, quels sont les toxicomanes par injection intraveineuse. Eh bien, vous voyez, c'est une population relativement jeune, 35 ans mais qui vit. Prédominance masculine, 4 hommes, une femme, et bien écoutez avec l'auditoire que j'ai la chance d'avoir ce soir de l'Hystérum, vous voyez que les femmes sont beaucoup plus prudentes que les hommes, vous le saviez depuis longtemps. Ce sont des gens qui ont des troubles psychiatriques fréquents, des difficultés sociales, et puis alors il y a ces foyers spécifiques, les espaces festifs, où là on injecte beaucoup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de problèmes, un entier étudiant essaie d'aller dans les rêves parties en essayant de, comme il dit, de contrôler la drogue, mais en fait ils font rien du tout. Mais c'est pas ça que je voudrais vous montrer. Les migrants aussi sans papier sont des gens impossibles à cerner, parce que bon, ils arrivent, ils sont sans papier, ils sont sans sous, et ils sont généralement accros à des drogues dures, donc la situation est difficile. Ce que je voudrais vous montrer, qui est la chose importante, c'est regarder le titre. Le titre de cette étude officielle, hein, c'est la politique officielle actuelle, des profils des usagers problématiques de drogue. Vous voyez ce que ça veut dire? Un verrou moral à sauter. Le toxicomane n'est plus un malade, le toxicomane n'est plus quelqu'un soigné, c'est un usager. C'est pas tout à fait le métro, mais c'est pas loin. Autrement dit, vous voyez, on banalise complètement l'utilisation de la drogue. Et on va même plus loin, puisque on banalise tellement qu'il y a des usagers, il y en a quelques-uns qui posent des problèmes, mais d'autres qui n'en posent pas. Autrement dit, ça devient une habitude. Bon, ça, je crois que vous voyez tout de suite de quel côté je penche. Hein. Je crois que ça, c'est absolument inacceptable. Alors, une passe la diapositive suivante. Alors, il y a eu un certain nombre d'études de salles d'injection. Il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites jusqu'à présent, et je voudrais vous les rapporter relativement vite. Alors, vous voyez les expériences de salles d'injection. L'objectif est clair. C'est pas de lutter contre la toxicomanie, c'est de minimiser les risques des usagers des drogues. Minimiser les risques aussi bien pour l'entourage que pour eux-mêmes. Alors, beaucoup d'expérimentations. Une première au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas, vous voyez, dans tous ces pays, il y a eu des expérimentations. Il y en a eu en ce moment au Canada, que je suis de très très près, parce que seule la Colombie-Britannique veut ouvrir des salles d'injection. Pour essayer d'ouvrir ces salles d'injection, ils ont fait un combat politique, droite-gauche, complètement stupide, même scandaleux, parce que dans les deux camps, il y a des gens qui se droguent et d'autres qui veulent s'opposer aux drogués. Et vous voyez que ces expérimentations n'ont pas été suivies de confirmation par les institutions officielles. Il n'y a que 2 pays qui ont institutionnalisé ces salles d'injection, c'est d'une part la Suisse et d'autre part le Danemark, pour l'héroïne et pour la méthadone, qui est un substitut de l'héroïne qu'on utilise en remplacement de l'héroïne et qui permet de diminuer la consommation d'héroïne. Alors avec ces salles d'injection, en particulier, vous voyez, en 1926, quand ils ont commencé, on a atteint un certain nombre d'objectifs. Ce qui fait que les tenants des salles d'injection disent, oui, mais enfin, on a atteint un certain nombre d'objectifs, et c'est vrai. Des espaces sécurisés, sans direct avec la population. Donc, c'est la sécurité des gens, disons, en gros, des gens qui ne se droguent pas. On a diminué, en apportant des seringues, la mortalité, alors surdosage ou sous-dosage, les contaminations générales. Alors, on a diminué considérablement la contamination par le sida, les hépatites B et l'hépatite C, surtout l'hépatite C, l'hépatite et puis d'autre part les hépatites bactériennes, et on a éliminé un certain nombre de septicémies, des septicémies qui sont dues au fait que les solutions injectées par intraveineuse ne sont pas stériles. Non, on parle à quoi servent les médicaments si on injecte des produits qui ne sont pas stériles. Alors, contact amélioré avec les toxicomanes à haut risque, alors ça, c'est un vœu pieux. En fait, dans ces expériences-là, il y a eu très peu de contacts améliorés, sauf à l'urgence. Ah oui, quand un toxicomane dans une table d'injection fait un coma,
on est bien forcé d'emmener à l'hôpital. Et là, bon, le contact médical existe, mais vraiment, il est tout à fait marginal. Heureusement, il y a quand même un certain nombre de gens qui s'en sortent un peu mieux. Donc vous voyez, voilà des objectifs qui correspondent à minimiser les risques des usagers des drogues. Et pas ce que nous cherchons. Alors, donc, les défauts majeurs de ces salles d'injection supervisées. Qui en passant, parce que c'est quand même rigolo, qu'est-ce que fait le superviseur? Ah bah si, c'est le flic qui est à la porte et qui empêche qu'on vienne voler la drogue du voisin. Mais il ne peut rien faire d'autre. Il peut rien faire d'autre. Alors vous voyez, aucun contrôle des substances utilisées. Et c'est là-dessus qu'on se bat. On n'a aucun contrôle de la substance qu'apporte le toxicomane, la composition, son approvisionnement, de quelle source s'agit-il, puisque bien évidemment il y a plusieurs substances, il y a beaucoup de fournisseurs, donc des substances de qualité différentes. Et puis il y en a un certain nombre qui, par le biais du coupage, en prennent un peu et puis rendent le reste. Absence de sexisme, ça j'insiste pas, aucune responsabilité définie, donc il y aura un pépin judiciaire qui est coupable, passage facilité à l'injection intraveineuse, la pérennisation du trafic, et d'autre part, l'anonymat du toxicomane. Donc vous voyez, ces salles d'injection, elles ont l'énorme inconvénient qu'elles sont dépendantes de la drogue et du fournisseur. Et je vous ai dit ce qu'il fallait penser du fournisseur, et il n'y a aucune tentative de soins efficace. Tout ça, c'est inacceptable. Alors, en France, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, sans faire de cocorico, je voudrais vous dire qu'on a quand même pas mal travaillé en France, il y a beaucoup de choses qui se font, et je voudrais très rapidement vous les citer pour que vous voyez en gros ce qui se fait. D'abord, il y a des structures institutionnelles, il y a des services hospitaliers spécialisés, les CHU, les hôpitaux généraux. Là, pratiquement dans tous les établissements hospitaliers, il y a une structure spécifique qui reçoit les toxicomanes très très rapidement, qui éventuellement leur fournit de la drogue quand ils sont en manque. C'est quelque chose qui marche bien. En plus, vous avez deux autres structures, un centre d'accueil et d'accompagnement, alors vous voyez, à la réduction des risques pour les usagers des drogues, encore une fois la banalisation. Alors celle-là qui est intermédiaire, centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Mais ce sont des structures qui tournent, des structures qui marchent bien, qu'il faut respecter parce qu'elles sont efficaces, même si elles sont parfois insuffisantes. Alors je voudrais quand même insister beaucoup sur les structures privées. Vous savez, le français est généreux. Le français est très très généreux. Il y a beaucoup de bénévolat et de gens qui vraiment l'âme chevillée au corps et font des petites structures, des associations pour essayer de sortir les toxicomanes de leur maladie. Alors ils sont regroupés dans la Fédération française d'addictologie. Alors je vous avoue qu'en venant, je voulais faire une diapositive avec la liste de toutes ces structures. J'en ai trouvé plus de 40. Alors je me suis dit que ça ne vous intéresserait pas beaucoup. C'est pour vous montrer quand même la générosité des gens et le travail qui est fait, qui est un travail qui ne sera jamais récompensé, sauf que par le sourire d'un toxicomane qui sort de sa drogue. Donc il faut y penser. Ces structures, donc elles sont nombreuses, elles sont orientées plus spécifiquement vers les drogues, vous le savez, les alcooliques anonymes, les livres anti-tabac, le cannabis, bon, j'en passe. Je voudrais une mention spéciale pour les parents, des associations de parents qui veulent sortir leurs enfants de la toxicomanie. Alors, vous savez, ceux-là, ils n'aiment pas beaucoup entendre parler de salles d'injection supervisées, parce qu'on leur dit un subtil. C'est absolument scandaleux. Bon, donc là encore, on prend encore en compte. Je suis un peu véhément, mais je crois qu'il faut le l'être. On ne prend pas en compte le fait que ces gens travaillent dans l'ombre, ils ont soit les enfants, soit même des proches. Donc ce sont des associations qui sont très actives et très motivées. Je peux vous garantir que ce sont à l'heure actuelle des adversaires acharnés des salles d'injection dans les contrôles. Alors, la prise en charge des toxicomanes. Bon, là, je vous ai montré les structures fixes, mais il y a beaucoup de lieux d'intervention en dehors des centres fixes. On peut, dans certaines pharmacies, pas toutes, on peut recevoir des toxicomanes, des cabinets médicaux, tout le monde sait qu'on en a près de chez nous. Les centres itinérants, il y a des gens qui se baladent en bus, c'est un peu le genre du SAMU social, et qui vont à la rencontre des toxicomanes, ils sont toujours ensemble, parce qu'ils sont là où il y a les fournisseurs. Donc on les repère assez facilement. Donc des centres itinérants, des gens qui vont dans les rues, des espaces verts, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces problèmes qu'il y a eu en Suisse à une certaine époque,
où ils avaient laissé un square, un espace vert à la disposition des toxicomanes. Oui, mais enfin, il y avait un meurtre tous les soirs, donc il a bien fallu l'arrêter. Ah oui, ils se battaient pour la drogue, les squats, les milieux festifs, et il y a aussi un vrai problème dans les prisons. Bon, j'en parlerai pas ce soir, de manière à ne pas alourdir la présentation, mais ça, c'est un problème spécifique qu'il faudrait qu'on voit ensemble. Moyens d'information. Eh ben, les moyens d'information, il y en a deux. Il y a d'une part l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Il travaille bien, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que vous voyez, prévention et éducation pour la santé, c'est beaucoup plus large que la seule toxicomanie. Donc il s'occupe de beaucoup de choses, mais il s'occupe aussi de ça. La cellule nationale d'alerte. Je pense qu'une des choses qu'il faut faire à l'heure actuelle en France, c'est développer et faire de la communication sur ces moyens. Et puis d'autre part, on évalue l'activité. On évalue l'activité, ce qui me permet de vous montrer quand même quelques chiffres. L'Observatoire français des toxicomanies, maintenant qui est doublé par l'Observatoire européen des toxicomanies, et l'Institut national de veille sanitaire, vraiment quand il y a un coup très dur, parce qu'en fait, ils n'agissent pas pour, disons, ils agissent pour les pandémies. On parle, nous, à l'heure actuelle, de pandémie canadique, mais ils n'agissent pas pour disons, les toxicomanies très localisées. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'on fait pour ces malheureux. Dans les solutions proposées, il y a d'abord la vente libre des seringues dans les pharmacies, 1 €. Il y a ce qu'on appelle la Stéribox. C'est un matériel complet qui assure l'injection sans risque. Alors, c'est gratuit. Et qu'est-ce qu'on leur donne là-dedans? On leur donne d'abord de quoi désinfecter le bras. On leur donne aussi de l'eau stérile. On leur donne bien sûr une seringue qui ne servira plus de fois. C'est-à-dire que, vous voyez, on limite quand même les risques majeurs que je vous montrais, qui étaient les risques infectieux, et il reste quand même que ces solutions ne sont pas stérilisées. Par conséquent, on peut quand même injecter soit des microbes, soit des virus. Il y a des automates, c'est-à-dire des distributeurs et des échangeurs de trousses de prévention, c'est-à-dire qu'une fois que la Stéribox est utilisée, ils peuvent l'échanger gratuitement. D'autre part, les traitements substitutifs, c'est-à-dire pour des gens qui sont accros à l'héroïne, eh bien, on leur propose gratuitement un certain nombre de produits de substitution. Vous avez tous entendu parler de l'buprenorphine, de la méthadone. Donc, il y a en France un accompagnement réel et efficace. Malheureusement, comme toujours dans ces cas-là, personne ne le sait. Ou presque personne ne le sait. Autrement dit, il y a un manque pratiquement total de communication. Et je crois que si on doit faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut commencer par expliquer ce que font les gens, ce que font toutes ces associations et ce qu'elles proposent aux toxicomanes. Tant que le toxicomane qui a envie d'en sortir, il doit pouvoir le faire. Mais le problème, c'est qu'assez souvent, il se trouve bien dans sa toxicomanie qu'il ne pense. Suivant. Alors, le bilan des efforts actuels en France. Il y a une diminution nette de l'utilisation d'héroïne injectable, et ça depuis 1990. Donc vous voyez quand même une efficacité. Diminution nette des contaminations infectieuses, alors ça c'est normal, car le fait qu'on leur propose des seringues, ils n'échangent plus de seringues. Regardez par exemple pour le virus du sida. En 1993, il y avait 1500 nouveaux cas. En 2008, il n'y en a plus que 50. Et ces 50, ce sont des étrangers sans papier. C'est-à-dire des gens qui sont arrivés avec leur sida, n'ont pas attrapé chez nous. L'hépatite C, haute contagion. Alors l'hépatite C, elle est très très contagieuse, bien sûr par injection, on diminue l'injection, mais aussi par contact. Alors par manipulation, il y a encore des contaminations d'hépatite C, on a diminué, mais on n'a pas diminué aussi clairement que le virus du sida. L'hépatite B, bon, il y a des résultats, je n'ai pas réussi à avoir de bons chiffres. Donc vous voyez, aujourd'hui en France, nous avons des résultats positifs sans recours à des salles d'injection. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré, on voit bien que chronologiquement, les salles d'injection ont été créées avant cette possibilité d'avoir de nouvelles seringues, avant cette possibilité de donner de l'eau stérile à toxicomane. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on est arrivé à peu près à la même chose que les pays qui ont développé des salles d'injection supervisées, mais on y est arrivé avec d'autres moyens. D'où l'idée
de ne pas créer ces structures, ces salles d'injection supervisée, donc je vous ai dit tout le mal en français, mais de développer ce qui existe. Bon, ça c'est très français. Hein. Quelqu'un arrive en disant tous ceux qui sont passés avant moi c'était des idiots, ils n'ont rien fait de bien, mais moi vous allez voir ce que je vais faire. Mais là je crois que dans le cas qu'on veut, il y a un bilan qui est vraiment un bilan positif. Je suis en contact avec, je vais vous dire, c'est un des plus grands hôpitaux de Paris, avec l'hôpital Sainte-Anne, mais je vous assure qu'un toxicomane qui veut consulter, il a la consultation à la mi-journée. Donc, il a quand même une mi-journée, oui, c'est pas le dentiste, hein. Ça va beaucoup plus vite. Donc, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose d'efficace. Alors, suivant, s'il te plaît. Alors, peut-être que vous avez entendu parler du modèle suisse, parce que les tenants des salles d'injection supervisées disent, mais vous comprenez, en Suisse, il y a des salles d'injection, c'est vrai, et ça marche, non. Mais alors, il faut que vous regardiez, je vais vous montrer ce qui se passe. D'abord, les Suisses sont des gens méthodiques. Je ne sais pas si monsieur et madame Park sont... Non, c'est pas venu. Bon, mais non, parce qu'ils connaissent bien. Si vous voulez, il y a ce qu'ils appellent 4 piliers dans leur traitement des toxicomanies. Un pilier prévention, thérapie, réduction des risques. Bon, eux aussi, ils ont la réduction des risques. Mais vous voyez, c'est juste le quart de leur intervention. Et puis, il y a la répression, la police et la justice qui sont très sévères, je pense à la justice. Et voilà ce que proposent les Suisses. Ils proposent des traitements médicaux. Et la première idée, elle est superbe, dire, bon écoutez, hein, la drogue de la rue, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est sale, c'est infâme et tout ce qu'on veut. On vous fournit la drogue, on vous fournit le médicament. Et les Suisses fournissent de l'héroïne qu'ils appellent officinale. Ah, c'est assez marrant de voir héroïne, qualité pharmaceutique, mais c'est vrai, c'est comme ça. Ils proposent de l'héroïne, ils proposent bien sûr de la méthadone, de la buprenorphine. Ah, c'est subtil. Et alors, deuxième chose, ils le proposent et ils l'offrent, mais le médicament est fourni et utilisé sur place. C'est-à-dire que le toxicomane, il ne peut pas apporter sa drogue, on coupe là sur le pied de fournisseur, et il ne peut pas en emporter pour en vendre un petit peu partout. Autrement dit, il y a une personnalisation du traitement qui fait que là, on est sûr que l'individu va recevoir la dose dont il a besoin, la bonne dose, et dans des conditions tout à fait acceptables. Alors, les conditions d'admission, je me demande si ça pourrait être utilisé en France, tellement il faut vraiment être citoyen suisse pour que ça marche. Ce sont des héroïnomans prouvés, mais surtout, ils signent un papier, volonté de sortir de la toxicomanie, et ils acceptent le traitement. Donc il n'est pas question de venir un jour en consultation puis parvenir le lendemain. Donc si vous voulez, il s'agit de l'acceptation d'un traitement, ils signent le papier, et ils acceptent d'autre part un chaperon. Ils acceptent un accompagnant qui les prend en charge au plan psychique et au plan social. Et par exemple, ce chaperon, le jour, l'accompagnant, le jour où le patient a bien évolué, on lui trouve du boulot. On le réinsère dans la société. Donc vous voyez quelque chose de tout à fait complet. Bon, la seule chose où on ne demande pas leur avis, c'est en cas de femme enceinte, en cas de grossesse, où ce traitement est imposé. Mais vous voyez que le modèle suisse, oui, bien sûr, il marche, mais il a verrouillé le système. Il n'a plus besoin des trafiquants de drogue, et d'autre part, il n'accepte pas que le toxicomane trafique. Pas que c'est ça la grosse différence. Je vous donne la diapo suivante. Alors, les résultats, je vais vous dire que les résultats sont bons, ça ne peut pas être autrement. Il n'y a plus de contamination virale, ni même bactérienne. Il y a suppression surdosage, c'est un médicament. C'est un médicament, dans l'injecteur de dose, il n'y a plus de surdosage, et il n'y a pas d'autre part de possibilité de sous-dosage. Il n'y a pas d'accident toxique parce qu'il n'y a pas de substance ajoutée. Et avec ce système, ils ont une diminution de la prévalence de la dépendance à l'héroïne, c'est-à-dire que la dépendance, les gens dépendants à l'héroïne, il y a une certaine fréquence, la prévalence c'est l'augmentation de la fréquence, et bien la prévalence diminue. Et puis, parallèlement, je vous parle de la police et de la justice, il y a une répression efficace de la consommation et de la vente des drogues. Autrement dit, vous voyez dans ce modèle suisse, le toxicomane d'une part est volontaire pour se soigner, est-ce que les Français acceptent ça? Il reçoit une substance contrôlée, il reçoit un médicament. L'héroïne est officinale, alors que chez nous, elle a été supprimée de la pharmacopée.
la prise en charge est médicale et sociale globale, et puis surtout, on touche au trafic de la drogue, et il semble, bien sûr, qu'il n'a pas supprimé le trafic de la drogue, donc je ne veux pas être naïf, mais ils l'ont considérablement diminué. Alors, là maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu ensemble de tout ça, je voudrais vous parler des enjeux de l'avenir, la raison pour laquelle je crois plutôt cela. J'ai fait plusieurs fois, je peux vous convaincre ce soir. La première chose, c'est la cible de l'adolescence. Il y a les toxicomanes, les toxicomanies graves, et je commence au lycée. Et à la sortie des lycées, ou même quelquefois à l'intérieur du lycée, on prend du cannabis. Et une fois qu'on prend du cannabis, on en prend beaucoup, avec de l'alcool et avec du tabac, ça va plus loin. Alors, le rôle d'initiateur du cannabis dans l'alcool et du tabac, il y a une grosse discussion à l'heure actuelle. Je peux vous affirmer sur la foi d'un certain nombre d'études objectives que pratiquement, quand on interroge les héroïnomanes ou les cocaïnomanes, ils ont tous commencé par le cannabis, l'alcool et le tabac. Attention, l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris les trois qu'ils seront immédiatement des héroïnomanes. Mais ce que je veux dire, c'est que les héroïnomanes ont toujours commencé d'une façon plus simple et d'une façon, si vous voulez, plus commode pour eux, par l'association des trois. Alors, je veux dire en passant, le tabac est inventé, l'alcool est inventé. Vous voyez ce que je pense de la mise en vente du cannabis. Moi, je pense que dans 10 ou 15 ans après, il y aura bien un toxicomane qui fera un procès à l'État en disant vous pouvez donner les trois produits et puis aujourd'hui je suis drogué. Logique. Je voudrais donc voir aussi avec vous, je crois qu'il faut qu'on discute de l'entrave à la toxicomanie par l'injection intraveineuse. Et ça, je crois que c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir, parce que je pense que quand on passe à l'injection intraveineuse, quand on reste à l'injection intraveineuse, c'est beaucoup plus difficile de se sortir du toxicomanie. Je vais aussi vous parler des offres nouvelles qui se succèdent, je vais vous en parler un petit peu. Et puis, c'est la grande question, qui est une question en effet existentielle, vous avez raison, à quoi sert l'argent collecté? On sait que, par exemple, pour l'héroïne, on sait bien que l'argent va au Pakistan, hein, et qui sert aux talibans, accessoirement pour acheter des armes. Et vous savez sur qui on tire. Bon, ça pose quand même des problèmes graves. Alors, je voudrais vous montrer les chiffres qui sont, je pense, pas discutés même par les partisans des salles d'injection. Le cannabis ouvre la porte à l'héroïne. Là, on est le premier littard en Europe. Nous sommes les plus grands consommateurs de cannabis. On est talonné par les Tchèques. Alors, de temps en temps, ils passent devant, mais en règle générale, on est les bons premiers. La consommation est majoritairement en effet de jeunes. 300 000 adolescents expérimentés, c'est les chiffres de 2008, mais en fait, il y en a beaucoup plus. 70%, 30% de filles, là vous voyez, encore les filles sont les gens plus prudentes. 1 500 000 usagers de cannabis recensés en France. La cocaïne, et c'est nouveau, est proposée par voie intraveineuse. Elle a été apportée par des offres de promotion commerciale. 1 million de Français l'ont expérimenté, 250 000 s'y adonnent régulièrement. Donc vous voyez, les chiffres sont quand même, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a un véritable problème et tous ces chiffres sont en augmentation. Alors, je voudrais quand même vous parler un peu du travail de ces chimistes ou de ces pseudo-chimistes. Il y a deux grandes filières pour trouver de nouvelles drogues. La première filière, c'est l'histoire, c'est-à-dire de prendre l'histoire des plantes médicinales, de regarder les plantes qui sont considérées comme hallucinogènes dans la littérature, et à partir de ces plantes hallucinogènes, essayer de trouver soit moyen d'extraire les principes actifs, soit de faire des produits dérivés. Alors, vous savez qu'on est tous répréhensibles, parce que regardez cette plante. Je suis sûr que vous en avez tous dans votre jardin. C'est du natura. C'est du natura, vous savez, ces fleurs qui poussent, hein, qui poussent au mois d'août, qui sont très très belles, avec une très belle corolle blanche. Alors, ce natura, il fait partie des solanacées, de la belladone, peut-être vous avez entendu parler de l'atropine, de la scopolamine. Toutes ces substances sont des substances qui peuvent avoir des effets hallucinogènes. Et alors il y a un premier volet, si j'ose dire, de recherche qui consiste à aller chercher dans des plantes qui sont connues pour être hallucinogènes, s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est un peu du folklore, mais ça marche aussi, c'est la mandragore. Et vous voyez que
la culture, au sens classique du terme, sert à aller chercher où il peut y avoir des substances hallucinogènes. Bon, ça c'est un petit peu du folklore. La diapo suivante va vous montrer, ça je pense que c'est extrêmement préoccupant, les molécules de synthèse proposées au toxicomane, et c'est-à-dire des nouvelles drogues potentielles. Alors, il y a, excusez-moi, c'est de la chimie, hein, il y a ce qu'on appelle des phényléthylamines, là c'est la dexamphétamine, c'est le maxiton dès que plusieurs d'entre nous ont connu, et la version moderne de la dexamphétamine, c'est l'ecstasy, qui est vraiment une belle cochonnerie, qui peut se solubiliser assez facilement, et bien sûr s'injecter par intraveineuse. Des dérivés des cathinones, ce sont des psychostimulants, et la méphédrone, qui vient d'être considérée comme une substance stupéfiante et dénoncée par l'Institut de la répression du front, des piperazines, je n'avais pas de substance connue et utilisée, les dérivés de la tryptamine, type sérotonine, c'est le LSD, tout le monde en a entendu parler, le liquide des salariés. Et puis alors il y a ceux qui travaillent sur les dérivés du cannabis. Alors, les dérivés du cannabis, le principe actif, c'est le tétrahydrocannabinol THC. Et c'est un produit qui est notoirement insoluble dans l'eau, il n'y a pas moyen de faire une solution. On a quand même cette chance-là, il n'y a pas moyen de faire une solution aqueuse. Alors, bon, ben, que font ces chimistes? Ils essaient de se débrouiller pour faire le même produit soluble dans l'eau pour pouvoir l'injecter par voie intraveineuse. Je vous signale aussi que on va quand même très très loin, vous voyez, THC, tétrahydrocannabinol. Si vous allez sur Internet et si vous voulez acheter des plants de cannabis, eh bien vous avez une société qui s'appelle Tout pour l'horticulture contrôlée. Hein, bon, pas moyen de se tromper, hein, et je vous donne la méthode. Hein. Bon, ce que je voudrais vous montrer, c'est ça aussi. Il y a d'autres psychostimulants, et c'est celui-ci qui est le plus intéressant. Parce que quand on met du fluor sur une molécule, généralement, on facilite son transfert dans les cellules, et en particulier dans le cerveau. Et trop bas, eh ben, c'est le datura. Et cocaïne, c'est la cocaïne. Autrement dit, voilà une substance qui associe de la cocaïne à un dérivé datura et avec du fluor pour que ça pénètre mieux. Vous voyez le raisonnement des gens qui cherchent une synergie d'effets entre plusieurs substances qu'ils associent de façon chimique de manière à avoir une activité beaucoup plus grande. Donc vous voyez ce que je voudrais vous dire, et ce que je pense qu'il faut qu'on discute ce soir, c'est que manifestement, il y a là un marché qui est extrêmement juteux, des gens qui gagnent énormément d'argent, et qui gagnent de l'argent en proposant de plus en plus de substances très efficaces, mais aussi très toxiques. Bon, là, ces substances, elles sont sur le marché, mais on ne sait pas ce que ça va donner à terme. Qu'est-ce que font ces gens dans 10 ans une fois qu'ils auront consommé de façon chronique ces produits? Autrement dit, sans aucun contrôle, vers des produits, des substances toxiques qui sont mises sur le marché à la disposition des jeunes. Donc, moi, ce que je crains, bon, ça c'est une hypothèse, je ne suis pas sûr, mais si on fait des salles d'injection supervisées, un jour le toxicomane, il viendra avec ces produits-là. Et finalement, on fera de ces salles d'injection, finalement des bons décès, des vrais braves. Je suis persuadé que les gens qui vont ouvrir des salles d'injection, ils n'en viendront pas à bout s'ils ne maîtrisent pas complètement l'entrée des substances. Je crois que la seule solution, c'est de bloquer l'approvisionnement sauvage. Sans ça, on ne pourra pas y aller. Voilà. Alors, écoute, j'ai presque terminé. Voilà ce que dit. Comme vous l'avez vu, j'appartiens à l'association, le CNPERT. Je pourrais vous donner un certain nombre d'informations si vous le souhaitez. Voilà ce que dit mon président. Je trouve qu'il a tout à fait raison. Il faut être attentif à l'état de la planète que nous léguons à nos enfants, ça passe un pied de nez aux écologistes. Il est majeur de se préoccuper de l'état des enfants que nous léguons à notre planète. Je crois que c'est extrêmement. Mais c'est pas très connu. C'est pas très connu. Pourtant, c'est une très belle phrase. La diapo suivante. Alors, je crois que c'est ça le point essentiel, le point sur lequel je voudrais insister ce soir, c'est la banalisation. La toxicomanie n'est plus une maladie, n'est plus une tare, c'est finalement un habitus de vie un peu différent. La banalisation et la diffusion de drogue, je pense que c'est contre ça qu'il faut lutter à l'heure actuelle. C'est ce que nous allons mettre à la prochaine
dans notre chaque date de notre journal, c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message. Attention, banaliser des choses graves, aussi graves que ça, bon, c'est manifestement une chose existentielle, je crois que faire avec ça. Grâce à Guy Milan, que vous voyez derrière vous, nous avons maintenant un blog. Alors voilà les coordonnées du blog sur lesquelles vous pourrez éventuellement, si ça vous intéresse, retrouver un certain nombre d'informations, de publics. Mais enfin,